Bonjour Emmanuel. Bonjour. Ravi de t'accueillir dans ce podcast du MOOC Biodiversité. Première question rapide, est-ce que tu pourrais te présenter ? Alors en 2 mots, je suis toujours co-directeur de Culture Permanente, qui comme son nom l'indique est une association spécialisée dans la permaculture, et en même temps consultant associé fondateur de Picaya, qui est lui spécialisé dans le biomimétisme appliqué aux organisations. Alors, tu parles dans tes écrits, dans tes interventions, tu parles beaucoup de perma-entreprise. Concrètement, ça veut dire quoi ? Alors de perma-économie. Alors la perma-économie, ou l'entreprise qui appliquerait un modèle perma-économique, effectivement, on va dire, pour faire un parallèle, ça sonne comme permaculture, hein, exactement comme un permaculteur, c'est-à-dire qu'il y a 2 objectifs. Le premier, c'est évidemment, il y a une exploitation, il y a une activité économique, il faut être rentable. Pour un agriculteur, il faut obtenir une récolte à la fin de l'année. Mais dans le même temps, on va préparer les récoltes des années suivantes, c'est-à-dire qu'on va travailler sur les conditions qui vont rendre favorables ces récoltes suivantes. En permaculture, on va s'associer avec la biodiversité, on va travailler sur la qualité des sols, du cycle de l'eau, du microclimat. Tout ça fera qu'on aura des conditions idéales progressivement, et c'est une démarche de réinvestissement finalement dans ce patrimoine naturel. En permaéconomie, l'objectif, c'est de réinvestir dans l'ensemble des socles de production de l'activité économique. Donc non seulement, bien sûr, l'activité productive, les capitaux, les investissements, etc., mais aussi le tissu social, le tissu humain et le tissu écologique de l'entreprise, parce que l'entreprise dépend de la biodiversité, donc il est normal qu'elle investisse dans la biodiversité, c'est là qu'est son avenir. Dans ce que j'entends, est-ce qu'on peut dire que c'est quelque part passer d'un modèle linéaire, extractiviste, à un modèle perma-circulaire, et qu'est-ce que cela implique encore concrètement pour l'entreprise ? Alors concrètement, c'est ça, effectivement, c'est de se dire que le modèle extractiviste, il fonctionne bien en théorie tant qu'il y a quelque chose à extraire. Or, nous sommes dans un système qui a des limites. Et donc, extraire, à un moment donné, quand on commence à gratter le fond du coffre, qu'on a atteint les limites, on va où ? Là, on n'est plus dans une logique extractiviste, on est dans une logique de flux. Et en même temps qu'on prélève, on va restaurer, encore une fois, on va créer les conditions favorables. Donc on est vraiment dans cette logique un peu de type perma-circulaire. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire d'abord reconnaissance du fait qu'il y a des limites, effectivement. D'autre part, changer complètement le modèle économique pour travailler sur la manière dont on peut créer de la valeur, sur ce qui est abondant aujourd'hui. C'est d'abord l'immatériel, c'est d'abord la relation, c'est le lien, c'est la compétence, c'est le savoir. Ça, c'est pas limité. Ouais. Alors, donc tu parles finalement des limites planétaires. Mais là encore, si j'entends ce que tu dis, est-ce que ça veut dire que l'entreprise doit elle-même se poser des limites ? Et quelles sont-elles en quelque sorte ? Alors, les limites de l'entreprise, elles s'imposent de par son environnement. L'entreprise, elle n'est jamais hors sol. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est qu'on a vu cette évolution-là récente. Il y a encore 10, 15 ans, on pouvait concevoir que dans la tête d'un chef d'entreprise qui sortait des meilleures écoles de commerce françaises, on avait une sorte d'activité économique qui flottait un petit peu en l'air. À partir du moment où on avait accès aux capitaux, hors sol presque. Hors sol. Oui. À partir du moment où on avait accès aux capitaux, on pouvait tout trouver sur le grand supermarché mondial. Or, aujourd'hui, on voit bien que même sur le grand supermarché mondial, on a des pénuries, on a des ruptures d'approvisionnement dans quasiment toutes les chaînes de valeur, que ce soit sur les palettes, on l'a vu pendant la crise Covid, sur des choses aussi essentielles que des masques, du gel hydroalcoolique, du textile, etc. On voit bien que les limites, aujourd'hui, elles sont tangibles. Mais quand on remonte encore un petit peu la chaîne de valeur, il y a d'autres limites, et qu'on commence à atteindre aussi. C'est par exemple la disponibilité de l'eau. Derrière l'eau, il y a une question d'énergie. Une centrale, elle se refroidit avec de l'eau. Quand il n'y a plus d'eau dans les rivières, la centrale ne se refroidit pas. Or, s'il n'y a plus d'eau dans les rivières, il y a effectivement du dérèglement climatique, mais il y a aussi des désordres de type désordre écologique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a imperméabilisé des sols, on les a stérilisés, l'eau va ruisseler tout plus vite. Donc il n'y a plus cet effet stockage, tampon que pouvaient rendre des écosystèmes avec un bon couvert végétal ou forestier. Et là, il y a un lien qui est direct qu'on peut faire aussi. Enfin, quand on a surexploité une ressource, que ce soit du bois, que ce soit n'importe quelle ressource qui vient du vivant, cette ressource, il y a toujours un moment où elle devient plus disponible. Et donc là, on est obligé de se poser les bonnes questions, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui est essentiel pour la création de valeur ? Qu'est-ce qui est essentiel pour la satisfaction des besoins humains, pour qu'il y ait une demande solvable derrière ? Et quels besoins humains d'ailleurs ? Et quels besoins humains ? Et donc, comment on va pouvoir créer de la valeur centrée sur l'essentiel, mais créer de la valeur
en s'appuyant beaucoup plus sur, encore une fois, le flux, le lien, la connaissance qui va permettre d'inventer des nouveaux modèles économiques. On va pouvoir allonger la durée de vie des produits. On va pouvoir avoir des services qui vont être beaucoup moins intenses en utilisation de matière et d'énergie. Et là, finalement, je fais tout de suite un lien avec le biomimétisme. C'est pas autre chose que de faire comme le vivant. L'inversion des raretés, qui est encore récente dans notre monde industriel, l'inversion des raretés, je rappelle simplement, c'est que au moment de la première révolution industrielle vers 1850, ce qui était abondant, c'était les ressources matérielles qu'on allait extraire de la croûte terrestre. Ce qui était rare, c'était les ressources immatérielles qui reposent sur l'humain, la connaissance. Aujourd'hui, cette inversion, elle s'est radicalement inversée. On a surexploité les ressources matérielles et on est toujours en grande difficulté à savoir valoriser les ressources immatérielles. Ça, le vivant le fait depuis des milliards d'années. Pourquoi ? Parce que dans le vivant, à travers la photosynthèse, qui est un peu le goulot d'étranglement entre l'abondance énergétique qui est liée au rayonnement solaire et la manière dont les organismes vivants vont être capables de synthétiser de la matière organique pour faire toute la biomasse qu'on a sur Terre et toute la dynamique des écosystèmes derrière, ça repose sur une grande frugalité finalement matière et énergie. 2%, c'est le rendement de la photosynthèse, donc il faut faire avec ça. Et quand on regarde la constitution des organismes vivants, c'est 5 atomes, 95% des tissus vivants de la planète, c'est uniquement 5 atomes, du carbone, de l'hydrogène, de l'azote, du phosphore, et il m'en manque un, bon, peu importe. On te fait confiance. Ça veut dire que, vous irez vérifier, c'est les fameux Chomps ou Schnops, comme disent les chimistes. Ça veut dire une chose simplement, c'est que ce système vivant, il mise sur la diversité, et la diversité, c'est l'information. C'est un peu comme un livre de cuisine, finalement, dans lequel vous n'auriez que 5 ingrédients, et avec une injonction à faire avec ça, mais par contre une infinité de recettes qui vous ouvrent tout le champ des possibles. L'économie de demain, ça va être ça. C'est l'interrelation des écosystèmes. C'est l'interrelation, c'est cette nouvelle abondance informationnelle, et c'est de se dire, mais justement, ça fait écho aussi à tous ces discours sur la sobriété. La sobriété, c'est pas privatif. C'est une nouvelle forme d'abondance, mais qui va être basée sur une meilleure utilisation de ce qui est existant en matière première et en énergie, en misant justement sur l'information. Merci Emmanuel pour cette réponse extrêmement complète. Mais j'insiste. Non, j'insiste. En disant, mais est-ce que, quand on parle de limite, est-ce que ça veut dire qu'il y a dans cette perma-entreprise, dans cette perma-économie, une nécessité d'arbitrer, de laisser choir ou ralentir certaines activités pour en pousser d'autres? Alors, il y a 2 manières de répondre à ça. La première, c'est que j'aime pas l'idée de choix ou d'arbitrage. Notamment quand on nous dit, vous savez, mon bon monsieur, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Si vous voulez qu'il y ait de l'emploi, du développement économique, etc., il faudra peut-être sacrifier un peu de biodiversité sur l'autel de la croissance. Moi, j'ai envie de dire, non, on ne va pas sacrifier l'emploi pour la biodiversité, on ne va pas sacrifier la biodiversité pour l'emploi. L'idée, c'est de regarder comment, avec ce nouveau paradigme économique, on est capable de créer de la valeur et de partager équitablement les fruits de cette création de valeur. Ça, c'est le premier élément de réponse. Deuxième élément, c'est que oui, ce que nous sommes en train de vivre, c'est une transition économique qui va être extrêmement brutale, rapide d'ailleurs, qu'il va falloir accompagner sur le plan social. Et oui, certaines activités sont vouées à disparaître. De même que quand on a arrêté les calèches pour passer à l'automobile, les selliers et puis les fabricants de calèches ont un peu disparu et les éleveurs de chevaux ont eu du mal dans leur transition. C'est une nouvelle étape, une nouvelle révolution industrielle qui est en train de se passer. Elle va devoir s'accompagner. Merci. Alors, on va se douter, tu l'as dit, que cette transition ne va pas être simple, va être difficile, voire violente si on ne prend pas en compte la dimension sociale. Pour en venir peut-être à quelque chose de plus simple, de plus factuel. Aujourd'hui, quels sont les freins majeurs que tu vois que les entreprises rencontrent ou vont rencontrer dans le futur pour mettre en place cette transition et comment les contrer? Je crois que le premier frein, il est vraiment lié à la peur du changement, la difficulté qu'il y a à sortir d'une certaine zone de confort, d'une certaine routine dans laquelle on est bien rodé. Or, les conditions sont là, elles changent rapidement, donc il n'y a pas le choix, il va vraiment falloir y aller. Mais en gros, il va y avoir 2 attitudes.
une attitude un peu défensive qui est de dire oula, en plus la conjoncture elle n'est pas bonne, etc. On va encore attendre un petit peu. Peut-être que c'est une erreur fatale et qu'il ne faut surtout pas attendre. Au contraire, fatale pour les entreprises elles-mêmes d'ailleurs. Pour les entreprises qui attendraient, effectivement. Ouais. L'autre attitude, c'est de dire ah oui, effectivement, c'est en train de changer et encore plus vite que ce qu'on avait pu anticiper jusqu'ici. Il faut vraiment qu'on accélère dans ces changements et dans cette transition. Ça ne va pas être facile pour tout le monde. Et je crois qu'il y a vraiment nécessité de créer des réseaux d'entraide. L'idée, ce n'est pas de résister au changement, c'est juste pas possible. Par contre, c'est de regarder comment, en créant du collectif qui ait du sens, on va pouvoir partager l'innovation, partager la valeur, partager les compétences, se mettre en réseau pour créer des nouvelles dynamiques de coopération, changer un petit peu cette logique de compétition, parce que dans une logique de compétition, tout le monde perd finalement à la fin. Alors que là, l'idée, c'est plutôt de rechercher des émergences que des nivellements par le bas. Ce qui veut dire, quand tu parles de coopération ou d'écosystème, c'est entre les entreprises, mais aussi entre les entreprises et d'autres acteurs de l'écosystème, j'en sais rien, les chercheurs, les scientifiques, les citoyens. C'est comme ça que tu l'entends ? Alors c'est comme ça que je l'entends. Et alors pour détailler un petit peu cette question-là, effectivement la pensée systémique et même écosystémique, elle est essentielle. Et je pense que là, pour faire référence à Bruno Latour qui nous a quittés récemment, il faut que l'acteur économique de l'entreprise se pose la question de ses relations de dépendance. De qui ? Moi, autant entrepreneur, je dépends dans mon écosystème. De quelles ressources, matérielles ou immatérielles, je dépends. À quoi je contribue et qui dépend de moi. Histoire de se situer dans un réseau de relations sur un écosystème d'acteurs. Et ça peut aller très loin parce que, par exemple, sur l'écosystème productif, c'est-à-dire l'amont de la chaîne de valeur, eh bien, il y a les gens à qui j'achète des choses, des biens ou des services. Donc ces gens-là m'envoient des factures. Et puis il y a des gens qui ne m'envoient pas de factures, mais qui ont une activité qui va contribuer à rendre possible ma création de valeur. Ça va être par exemple l'État ou les collectivités territoriales, avec des nouveaux règlements, avec des conditions qui vont être favorables à certaines activités et défavorables à d'autres. À moi de bien me positionner. Ça va être les consommateurs, ça va être les changements d'attente des citoyens, et donc les associations qui vont être la voix des citoyens aussi. Et puis ça va être aussi la biodiversité. Je dépends de la biodiversité en tant qu'entrepreneur. Comment je partage équitablement les fruits de mon travail avec la biodiversité, parce que si la biodiversité disparaît, je ne pourrai plus faire ce que je fais aujourd'hui. Donc c'est une question finalement de créer de la valeur, de capturer cette part de valeur et ensuite de la redistribuer équitablement à l'ensemble des acteurs qui ont contribué à créer cette valeur. Donc si j'entends bien, connaissance, changement de culture, de posture et ensuite travail en écosystème pour faciliter, accélérer et rendre possible même tout simplement cette transition. Oui, et ça passe, c'est pas juste des paroles comme ça très théoriques, ça passe par des outils qui vont être très concrets, justement d'analyser ces réseaux de dépendance, ces écosystèmes, de comprendre effectivement quels sont les leviers de création de valeur. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé aussi, qui est la question des externalités ou des effets de toute activité, avec un effet intentionnel qui va être de rendre service à quelqu'un, il va être de transporter une marchandise, par exemple, de transformer une marchandise, etc. Il faut que je mette en place des processus. Or, ces processus, ils ont eux aussi des effets qui ne sont pas toujours intentionnels. C'est ce qu'on appelle les externalités. Ils vont contribuer à émettre des gaz à effet de serre, ils vont contribuer à artificialiser ou fragmenter des écosystèmes. Comment j'intègre là ces effets ? Et comment finalement, en me posant la question de ma responsabilité, mais là aussi de ma dépendance, je peux arriver à retourner ces effets parfois négatifs en éléments d'une offre de service. Je vais prendre un exemple tout bête, c'est ce qu'on appelle les chaleurs fatales, les chaleurs perdues par un process, quel qu'il soit. Mais tout le monde a besoin de chaleur. Si on arrive à capturer cette chaleur et à la transformer en source d'énergie et à la valoriser, on a transformé quelque chose qui était une source de nuisance en quelque chose qui va être un levier de création de valeur. Ok, extrêmement clair, merci. Il me semble que ces modèles, et aussi parce que c'est, je dirais quand même relativement récemment qu'on a commencé à les théoriser, ou en tout cas à essayer de les mettre en place, on peut faire le reproche qu'ils restent un peu trop théoriques aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous citer des exemples concrets de mise en application de cette théorie de la permaéconomie à l'échelle d'une entreprise, d'un département, voire ou d'un territoire? Oui, en prenant plusieurs exemples, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas forcément un retour d'expérience
complet sur l'ensemble de ces dimensions-là. Mmh. Mais l'exemple sur les chaleurs perdues, il n'est pas tiré de nulle part. Hein. C'est une entreprise qui s'appelle les établissements Cros, qui est à Échirolles, donc près de Grenoble, qui a changé le modèle économique il y a quelques années, qui est passé en économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire qu'elle vend la performance d'usage des produits qu'elle vendait, qu'elle installait pour ses clients avant, en l'occurrence des compresseurs qui font de l'air comprimé. Comme elle ne vend plus les compresseurs, elle vend l'air comprimé. Elle reste maître de ces équipements qu'elle continue à posséder pendant tout leur cycle de vie, et donc charge à elle d'allonger leur durée de vie et de multiplier le nombre d'unités de valeur, c'est-à-dire la quantité d'air comprimé que ces compresseurs peuvent produire. Mais pour que le modèle soit vraiment rentable et pertinent d'un point de vue économique, l'idée c'était d'en faire aussi une solution énergétique. Donc de proposer d'investir, mais là c'est elle-même l'entreprise qui investit, pour récupérer ces chaleurs perdues, les transformer en énergie et les réinjecter dans les besoins du client. Donc on a une offre qui est beaucoup plus large, plus complète aujourd'hui. Ça suppose un changement de périmètre. C'est le premier exemple, il y aura encore plein de choses à dire là-dessus. Mais un changement de modèle économique, je vends un produit, non, je vends la performance d'usage du produit. La deuxième chose, c'est alors dans une optique très permacole, pour le coup, qui est d'être capable d'accueillir le changement favorablement, de laisser une place, en l'occurrence vraiment à la biodiversité. C'est un aquaculteur qui s'est installé sur l'île de Ré, sur des terrains qui ont été concédés par le Conservatoire du littoral. Tu peux juste, préciser ce que c'est qu'un aquaculteur? Alors un aquaculteur, c'est quelqu'un qui va produire des denrées issues de la mer, en l'occurrence, hein, donc des fruits de mer, etc., mais aussi des algues, des plantes aquatiques, etc. Quand il s'est installé, il a fait, comme tout cultivateur, finalement, un plan de culture en disant telle année, je vais produire ça, puis l'année suivante, je vais produire ça, etc. Et puis, comme il était dans une logique de restauration de l'écosystème, puisque c'était aussi sa mission d'être régénérateur sur l'écosystème, il a, par son activité, recréé des conditions favorables. De nombreuses espèces de plantes aquatiques sont venues se réinstaller spontanément. Il se trouve que ces plantes avaient un intérêt cosmétique ou pharmacologique. Donc économique. Et donc économique. D'accord. Et aujourd'hui, 60% de la valeur qu'il crée sur ces bassins et de la valeur qui est créée par des plantes qui sont revenues spontanément, donc qui n'étaient pas dans ses plans initiaux. Ce qui est intéressant, c'est l'agilité qu'il a fallu pour transformer quelque chose qui était spontané, qui était accueillir cette diversité finalement presque en opportunité. Détruire, en disant ça ne rentrait pas dans mon plan de développement, donc je ne le garde pas. Je pense que beaucoup de gens auraient fait comme ça. Ouais. Et donc là, c'est cette curiosité, cette ouverture à l'inconnu et cette capacité d'accueil de l'incertain qui est une posture qu'il faudrait être capable d'adopter dans beaucoup de cas de figure. Allez, encore un autre exemple, et un autre derrière, à l'échelle plus territoriale, c'est l'Arnicam dans le parc naturel régional des Vosges, où on a eu à un moment donné une pression de cueillette excessive qui menaçait vraiment la pérennité de la ressource. L'idée du parc naturel régional, ça a été de réunir l'ensemble des acteurs de la filière, de la chaîne des valeurs, du cueilleur, qui est souvent un particulier ou quelqu'un qui fait ça en deuxième activité en plus de son boulot, jusqu'au laboratoire, et de se poser l'ensemble des bonnes questions. Ça passe beaucoup par de la formation, ça passe par de l'accompagnement des acteurs, ça passe par de la diffusion de connaissances qui font qu'on cueille la bonne partie de la plante au bon moment, bonne quantité par hectare, etc. Et donc on laisse la ressource se régénérer. Mais ça passe aussi par des outils financiers, en l'occurrence une redevance de cueillette qui a été adoptée par l'ensemble des acteurs, qui a un impact quasi nul sur le prix de revient du produit fini, mais qui permet, en étant redistribué intégralement aux collectivités territoriales, de financer les actions de conservation qui pérennisent la ressource. Et enfin, le dernier exemple, c'est alors quelque chose qui vient de démarrer, c'est un pays en transition, le pays d'Uzès, donc dans le Gard, qui s'est posé la question de se dire mais quelle sera notre économie à l'horizon 2040 ? Quand on est sur un territoire qui repose beaucoup sur le tourisme et l'agriculture, et dans l'agriculture la viticulture, avec le contexte de changement climatique qu'on connaît aujourd'hui, difficile de se projeter en 2040. Ben, c'est l'exercice qui est fait en intelligence collective aussi, sur l'ensemble des acteurs du territoire, qui est de dire ok, on essaye d'imaginer cette transition-là. De toute façon, les actions qu'on va prendre aujourd'hui, on sait que, quelles qu'elles soient, on aura un impact, elles vont engager une transformation à l'horizon 2040. Donc autant faire en sorte que ces actions qu'on initie aujourd'hui, elles aient un impact positif et souhaitable sur 2040 et pas l'inverse. C'est un peu comme on en parlait avant de se rencontrer pour discuter, les stations de ski finalement. Comment on se projette en 2040 ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire ? Et globalement, finalement, c'est peut-être le mot est sans doute excessif, faire le deuil d'une certaine forme d'économie qui est une économie de rente. Encore une fois, une zone de confort peut-être, parce qu'on a fait ça, ça a bien marché pendant un certain moment.
Mais là, il faut accepter le fait que les conditions ont changé de toute façon. Donc il faut qu'on invente. Il y a vraiment une obligation d'inventer autre chose. Il me semble que c'est quand même difficile, malgré tout ce que tu as dit, pour une entreprise, pour un dirigeant d'entreprise aujourd'hui, de se dire « Allez, je fonce vers la perma-économie et je l'applique à mon entreprise », même si on sent bien, par tes propos, que c'est probablement la meilleure solution pour la pérennité de cette entreprise à moyen et long terme. Qu'est-ce que tu conseillerais presque, j'allais dire, pour une entreprise, pour se mettre sur ce chemin, presque comme premier pas? Par quoi on commence? Comment on s'y met? Comment on jette à l'eau? On a le choix. Il y a plein de manières de faire un premier pas. L'essentiel, c'est d'abord d'en faire un. Oui. Le deuxième, c'est de faire en sorte que ce premier pas soit suffisamment engageant pour qu'il ait un impact et qu'on ait envie d'en faire un autre derrière. Sinon, on ne se mettra pas vraiment en mouvement. Je dirais que le premier pas, c'est sans doute de faire un bon diagnostic, de regarder effectivement ces réseaux de dépendance, de qui on dépend aujourd'hui, quelle vulnérabilité éventuellement ça va permettre d'éclairer, mais aussi quelles opportunités ça va permettre d'éclairer aussi. Et donc vers quoi on va pouvoir orienter l'activité. C'est finalement une manière assez modeste et assez pragmatique de faire de la stratégie, qui est de se dire, mais finalement, qu'est-ce qui va manquer dans ce qui est essentiel aujourd'hui pour moi? Et par contre, qu'est-ce qui sera essentiel demain et que je ne sais pas saisir et valoriser aujourd'hui, alors que c'est là, il y a juste à me pencher dessus. C'était ton exemple tout à l'heure de l'aquaculteur. C'est exactement cet exemple-là. C'est de se dire que dans tout changement, il y a effectivement des menaces, mais principalement si on essaye de résister au changement, mais il y a des vraies opportunités si on est capable d'accueillir ce changement. Donc c'est d'abord une question de posture. Et après, je dirais que le reste vient presque tout seul. Et ça veut dire que, parce que comme tu l'as très bien dit, on avance quand on voit que son premier pas est réussi. Un bébé qui marche, il fait un premier pas, puis le deuxième, et puis il va essayer de ne pas tomber. Comment on s'assure que cette première étape, ce diagnostic, il a permis de nous mettre dans la bonne direction? Comment on mesure, parce que c'est presque l'impact ou les premières retombées positives de cette première étape? Là-dessus, alors, on pourrait parler des batteries d'indicateurs, des tableaux de bord, etc. Encore une fois, je reprends la logique du permaculteur de tout à l'heure. Je sème, c'est pour récolter cette année, c'est pour vendre ma récolte. Donc se mettre en danger parce qu'on est en train d'engager des gros changements, c'est pas vraiment comme ça qu'il faut faire. Par contre, se dire, je transforme quelque chose dans ma manière de faire, ça ne mettra pas en danger ma récolte de cette année. Mais par contre, c'est de nature à élargir ma marge de manœuvre, ma capacité d'initiative, ma capacité à prendre des décisions et à innover autrement demain. Ça, ce sera une vraie décision positive. Autrement dit, je peux prendre aujourd'hui des décisions qui vont conditionner l'avenir et qui vont m'enfermer dans une certaine logique sans espoir de retour. Si je fais ça, c'est extrêmement dangereux parce que je peux me tromper. Si je prends une décision aujourd'hui, mais que cette décision, elle est réversible parce que je constate que je me suis trompé, ou que cette décision, elle élargit quelque part les marges de manœuvre futures que je vais avoir, là, je serai sur une décision ouvrante, et donc une décision qui va vraiment élargir mon champ des possibles pour cette année et pour les années suivantes. Merci Emmanuel. Dernière courte question. Allez, si on ferme les yeux, peut-être. Quels sont tes futurs désirables? À quoi ils ressemblent? Alors, la question, c'est de l'horizon auquel on se place. Je pense qu'il faut qu'on se place suffisamment loin pour se dire, allez, tous les obstacles qu'on va devoir franchir, etc., on va les franchir. L'horizon souhaitable, c'est quand même un futur apaisé entre les humains et les non-humains. Et je dirais que le mot-clé, c'est celui de prospérité. C'est-à-dire c'est un futur dans lequel, justement, les humains n'ont plus peur de l'avenir, sont capables de se projeter collectivement dans l'avenir. Et ça, c'est la grosse différence avec aujourd'hui. Ça tombe bien, puisque prospérité, c'est une des valeurs clés d'Engage. Donc, merci infiniment, Emmanuel, pour ce temps précieux que tu nous as partagé. Et puis, à très vite sur le chemin de la transition et de la perma-économie. À très bientôt. Merci Emmanuel.